le plus grand problème de tous les monteurs vidéo qui fait qu'ils perdent beaucoup de temps. C'est que ils se disent, ah, moi je vais faire quelque chose d'unique. Sauf que je te rappelle une chose, cher monteur vidéo qui a que 3 mois d'expérience, tu n'as jamais fait de design, donc qu'est-ce que tu veux créer de toi-même en fait? Va regarder ce qui se fait chez les autres, va regarder les professionnels et fais comme lui en fait. Si tu veux apprendre le style Iman Gadzhi, regarde les vidéos d'Iman Gadzhi. La personne que j'ai eu en client c'est Dali Dutiel justement, et lui, Marc, moi j'ai envie de devenir le Iman Gadzhi français. Et donc là le fait de voir Iman Gadzhi, ça m'a vraiment étonné parce que j'avais jamais vu ça de ma vie, des montages aussi bien élaborés. Ce que je trouvais fou c'était que à chaque vidéo, le style graphique était différent. Et je me suis dit, ok, j'ai compris directement que c'était pas possible qu'il y avait un seul monteur. 30 monteurs dans cette team à Iman Gadzhi, c'est énorme. Déjà, faut se dire que faire du motion design, c'est juste mettre en mouvement une image. Le motion design, je le calcule par minute. Donc, par exemple, si dans une vidéo, 1 minute de motion design, eh ben, je facture 300 euros. Je pouvais pas me permettre de ne pas répondre aux attentes d'un mec comme Dali, en fait. Je n'ai pas le choix. Donc, c'est pour ça que j'ai été aussi rapide. Moi, aujourd'hui, si je monte une vidéo de Dali et qui dit quelque chose, je n'ai aucun mal à trouver une idée parce que j'ai juste à aller sur ma source d'inspiration. J'ai 1 milliard d'images différentes. Et bah, je vais pas réfléchir dans ma tête à, ok, comment est-ce que je pourrais positionner le personnage? Comment je vais mettre le texte? Quelle police d'écriture? Non, je réfléchis pas à ça. Là, moi, ça faisait 1 an que je connaissais l'Andorre avec Valek. J'en avais entendu parler dans les vidéos de Valek comme quoi il y avait quelques agences, on va dire, qui arnaquaient les gens. Dans les cas, moi, je comptais pas retourner en France. Pour moi, c'était décidé, je vais en Andorre, je vais vivre là-bas. Ça s'appelle le nuage, mais il n'y a même pas de nuage. Le ciel est bleu tout le temps. Donc, vraiment, le réseau là-bas que tu peux te faire est gargantuesque. Salut équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Et aujourd'hui, je me retrouve avec Marc. Donc Marc, est-ce que tu peux me dire ton nom de famille? Parce qu'il a l'air un peu compliqué à dire, mais pas forcément. Salut tout le monde. Alors, mon nom de famille, c'est Exuzian. C'est de quelle origine? Arménienne. Ah ouais, quand même. Donc Marc Exuzian, 20 ans de Paris. Donc j'ai choisi Marc pour intervenir sur le podcast parce qu'il est déjà entrepreneur, créateur de contenu parce que du coup je l'ai connu grâce à un de ses derniers podcasts, notamment avec le monteur vidéo de La Menace, et surtout pour parler de ton expertise qui est la partie montage vidéo. Et on va également parler aussi un peu de tout ce qui est forcément expatriation, parce que tu t'es expatrié en Andorre. Va en venir des sujets avec par exemple des créateurs de contenu comme Valek que tu as pu rencontrer et avec qui maintenant tu es collègue. Donc c'est quelque chose, on va dire, qu'on revoit un peu sur les réseaux sociaux depuis à peu près un an et demi. Le côté expatriation en Andorre, VS Dubaï, je pense que c'est un peu les deux, on va dire, pas qui sont la guéguerre, mais qui sont à comparer au niveau de ça. Donc voilà, en tout cas très content d'avoir sur le podcast. Donc là vraiment le but ça va être de voir un peu, tu fais partie des nouveaux types de monteurs vidéo qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, notamment ceux qui font un peu voilà les montages très dynamiques avec pas mal, on va dire, de After Effects. Qu'on peut du coup en voir, on va dire, sur des vidéos comme Yumi Denzel, je dirais même Iman Gadzhi qui a amené vraiment ce concept, et là où je pense qu'il y a eu une naissance de nouveaux monteurs vidéo en France. Donc voilà, en tout cas très content de t'avoir sur le podcast, et au cas où si je l'ai pas assez fait, je te laisse te présenter si tu veux donner un peu plus de détails, voilà. Ouais. Déjà, merci pour l'invitation, c'est très cool. Alors, pour me présenter, je m'appelle Marc Exuzian, j'ai actuellement 20 ans. Ça fait pratiquement 2 ans que je suis monteur vidéo. J'ai commencé avec cette activité en tant que freelance. J'avais fait mes toutes premières prestations en avril 2023 avec une agence de montage vidéo. Ensuite, les mois d'après, j'ai commencé à bosser avec des clients plus personnels. Nolan Création Singulière. Donc, c'est un mec qui fait des vidéos sur Instagram. Et ensuite, le 3e mois où je faisais du montage vidéo, j'ai commencé à bosser avec Dali Dutiel. Donc, la plupart des gens me connaissent sous le nom du monteur vidéo de Dali Dutiel. Et, euh, et ensuite, je me suis dirigé vers la création de formation. Donc, j'avais beaucoup évolué en termes de compétences en montage, que ce soit en montage vidéo ou en motion design. Donc, le fait de créer des animations qui sortaient vraiment du lot et, comme tu l'as dit, qui ont été créées. Enfin, c'était la naissance de ce nouveau style de montage avec Iman Gadzhi. Et puis, il y a un de mes clients qui m'a dit, écoute, Marc, faut que tu crées ta propre formation. Alors, au début, j'étais pas forcément très chaud parce que je me sentais pas légitime. Et puis, il m'a dit, non, t'inquiète pas, vas-y, fais-toi confiance.
t'es vraiment bon dans ce domaine, donc tu peux clairement le faire. Et en plus, t'aimes bien expliquer, t'aimes bien enseigner, donc vas-y quoi. Donc, bah, je me suis lancé, j'ai pas réfléchi longtemps, j'ai commencé à faire ça sur un Xiaomi 12. Je me suis rendu compte au bout de quelques mois que c'était vraiment pas joli à regarder, même en termes de d'audio et tout, c'était pas bon. J'enregistrais mal parce que moi à la base je faisais que du montage derrière un ordinateur, mais le fait de se filmer, ça c'est complètement autre chose. C'est une Hmm. nouvelle expertise, une nouvelle compétence. Donc, ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis parti dans un studio qui était à côté de chez moi. Je commençais à filmer, mais le problème, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais pas me permettre d'aller dans ce studio tous les jours parce que des Ça cours, coûte, ça ouais, prend du temps et tu peux pas payer tous les jours un studio pour faire ça. Donc, clairement. je me suis trouvé une autre solution qui était de filmer avec l'iPhone 15 Pro Max, parce qu'il y avait le log dessus et donc tu avais une qualité vraiment supérieure à tous les iPhones de une, et de deux, tu pouvais avoir une qualité très très propre et euh, et donc j'ai tourné pratiquement tous les cours de la formation avec cet iPhone 15. Et ensuite je me suis dirigé vers une caméra dès que j'ai eu le budget. Mais voilà, c'est un peu ça l'expérience, le parcours, on va dire. Si je résume un peu mon expérience dans la niche du montage, quoi. Ok, ok. Bah top. Et surtout, en vrai, je pensais pas que t'avais commencé il y a pas longtemps en soi, directement. Et je savais, bah du coup, tant mieux qu'on en parle parce que ça va être hyper intéressant parce que j'ai croisé Dali il y a pas longtemps. Bah du coup, vu qu'il est pas loin de Montpellier, j'ai l'impression donc je l'ai croisé pendant que je courais. Je savais pas du coup que t'étais le monteur de Dali, donc ça aussi on va pouvoir en parler si tu veux bien parce que j'adore ces vidéos. Donc, tu t'as commencé dès le début ou t'as arrêté, j'imagine, du coup maintenant, mais t'as fait quoi les 6 premiers mois, la première année avec lui? Alors j'ai commencé, il me semble, en juin 2023 et on a bossé jusqu'à, je pense, avril, mai, juin 2024. Donc, 24. on Ok. a bossé à peu près un Ouais. an et demi, à peu près. Et ensuite, moi, j'ai arrêté avec tous mes clients parce que je me consacre à 100% sur la formation, qui est un business très 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 compliqué, mais en même temps facile. Facile dans le sens où tout le monde peut le faire et tout le monde peut vendre une formation. Hmm. Sauf que peut-être qu'on pourrait en parler, mais comme c'est un business facile, eh bien il y en a beaucoup qui font n'importe quoi et qui le vendent, qui vendent un produit qui n'est pas de qualité. Et c'est difficile dans le sens où tu as énormément de responsabilités, créer des cours qui sont vraiment de qualité, qui se différencient de la masse et surtout accompagner les élèves. Donc quand tu fais une formation, tu peux pas laisser les élèves comme ça dans la jungle tout seul. Il faut s'en occuper, il faut rester avec eux, faut être actif, faut mettre à jour les cours, faut donner des nouvelles astuces, des ateliers. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Donc voilà. Ok, ça marche. Bah écoute, nickel. Juste, bah en vrai, t'as commencé le montage il y a pas si longtemps que ça. Je m'attendais, on va dire, à un peu plus, même si du coup t'as commencé vers 17 ans et quelques, 18 ans. Mais du coup, on va dire, qu'est-ce que tu faisais avant? Enfin, du coup, t'es sorti du lycée en même temps, tu commences à faire ça. T'es passé par quel type de logiciel de montage? Parce que moi, j'avais zappé que t'avais, enfin, 3 ans d'écart avec moi, on va dire. Et moi, j'avais commencé à te parler, ouais, mais est-ce que tu as commencé à l'époque de Call of Duty, les montages, des trucs comme ça et tout, quand on était un peu tous en mode à vouloir faire des bannières, des overlays, des choses comme ça, et il y avait Sony Vegas Pro qui était très connu, qu'on pouvait craquer. Donc, je sais pas si tu avais commencé, si tu avais un peu cette appétence au niveau du montage vidéo, ou vraiment ça arrivait comme ça, peut-être l'offre et la demande, t'as vu ça sur YouTube, tu te dis, ouais, pourquoi pas. Ouais. C'est une bonne question parce que j'avais déjà une appétence pour le montage vidéo, étant donné que à l'âge de entre 10 et 14 ans, je faisais des vidéos sur YouTube. Alors là, j'ai tout supprimé malheureusement. C'est bien dommage parce que je l'aurais bien utilisé pour mon personal branding. J'ai même Ouais. essayé de récupérer les vidéos. J'ai demandé à YouTube de me les Hmm. redonner, mais bon, c'est supprimé, c'est fini, c'est bon, je suis assez triste, mais au moins, j'en ai une seule de vidéo où j'avais, je crois, à peine 10 ans, et aller sur YouTube, c'est écrit Marc Exfusion, tu trouves une vidéo de moi qui est tout petit, qui dit bonjour tout le monde, salut, nouvelle vidéo YouTube, on va faire des défis pour Snapchat, je sais plus quoi, je disais, bref, je faisais déjà des vidéos, donc j'aimais ça, je voulais devenir YouTubeur comme la plupart des enfants et la plupart des ados, et même aujourd'hui, je sais qu'une grande majorité des gens veulent se lancer sur les réseaux.
Et donc j'ai fait ça pendant, je pense, 1 année, 2 ans, si on cumule tout, parce que je l'ai pas fait de manière constante, j'ai pas fait ça sur plusieurs années d'affilée. J'ai peut-être fait quelques vidéos à 10 ans, ensuite j'ai arrêté, j'ai fait quelques petits Mhm. trucs à 15 ans. Comme tu dis, j'ai fait des bannières, des logos pour des amis. Bon, ça c'est un peu quand tu mets la première patte dans l'eau, mais ensuite j'ai complètement arrêté de 14 ans, 15 ans à 18 ans, du coup. Parce que à 18 ans, ce qui s'est passé, j'ai commencé à m'intéresser, enfin à me réintéresser entre guillemets au montage vidéo. Je vais expliquer l'anecdote qui est très originale et qui est assez loufoque à chaque fois que je la raconte. En gros, je courais avec un ami dans un parc à côté de chez moi, et puis je vois un homme sur un banc qui est en train de sauter, et là il s'apprête à sauter, et il saute, il fait un salto arrière, et il tombe sur la tête. Moi j'arrive, tout étonné, je lui dis ça va et tout, et le mec il était tchétchène. Moi faut savoir que ma mère elle est russe, mon père il est arménien, donc je comprends et je peux parler. Donc je commence à parler avec lui en russe, je lui dis ouais ça va et tout, tout va bien, et le mec il me dit non mais t'inquiète, j'ai l'habitude. Donc moi, ce que je lui dis, c'est waouh, tu sais, franchement, j'adore ce que tu fais, les acrobaties, les saltos arrière. Et là, je sais pas, il y a un éclair de génie qui est venu, c'est de lui dire, en vrai, ça te dit, moi, je te filme et toi, tu fais des acrobaties. Donc il m'a dit, vas-y, je suis chaud. Et on a commencé à se mettre en contact. Et on s'est donné rendez-vous un autre jour pour aller dans ce même parc. Et je lui ai dit, vas-y, fais un salto là, fais des flips arrière ici, et vas-y, je te filme. Et donc j'ai commencé à faire ça. D'ailleurs, pour corriger, c'est pas à 18 ans, c'est à 17 ans, ça là, cette anecdote. Mhm. Et donc, je commence à apprendre le logiciel Premiere Pro. Donc, tu me demandais pour le logiciel, je le fais sur Premiere Pro. Et j'apprends sur des tutoriels YouTube comment faire des effets, des petites transitions, etc., etc. Et je trouvais ça trop cool. Donc, c'est de là qu'est venue ma nouvelle passion, ma résurrection de la passion pour le montage vidéo, parce qu'en soi, je l'avais déjà, cette passion, mais elle était enfouie quelque part et j'avais complètement arrêté. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à bosser au trampoline park à 18 ans. Donc dès que j'ai eu la majorité, j'ai pu commencer à bosser dans un trampoline park qui s'appelle Nikito, à côté de chez moi, donc à Alfortville, aka le meilleur trampoline park de l'Île-de-France. Et ce qui est assez intéressant, c'est que moi, j'étais à fond dans la vidéo et en même temps, j'étais à fond dans tout ce qui était acrobatie. Donc moi, je voulais apprendre à faire des saltos et tout et en même temps travailler dans cet endroit. Et pour moi, c'était le meilleur endroit pour combiner les deux. Donc, ma passion pour la vidéo et ma nouvelle passion, ma toute petite passion Mhm. pour voilà les acrobaties, ce genre de choses. Et donc, en travaillant là-bas, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour faire des vidéos dans le trampoline park. Donc, je m'entraînais énormément. Je parlais beaucoup à mon directeur créatif. En fait, il y avait 3 patrons. Et l'un des patrons, il s'appelait Fabien. Et lui, il s'occupait de tout ce qui était réseaux sociaux, le marketing, faire des vidéos, la stratégie de contenu, etc. Et donc, moi, j'étais beaucoup en communication avec lui. J'avais une très bonne relation. Il me disait, voilà, là, tu peux faire une petite vidéo là. Tu peux faire une petite vidéo pour notre stand de réalité virtuelle. Donc, je m'entraînais beaucoup à faire des vidéos. Et ce qui est bien, c'est que c'était une très 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 bonne porte d'entrée pour apprendre le montage, autant le montage vidéo que de filmer, tu vois. Et aussi avoir une bonne relation client avec les gens, tout ça. Donc ça m'a vraiment mis dans le bain. Et puis pendant cette année au Trampoline Park, donc j'ai toujours 18 ans, je dis à mon directeur créatif, ouais, tu sais, moi je vais me lancer en freelance, je vais aller sur ComeUp. Donc avant ça s'appelait 5euros.com. Ouais. Donc c'est une plateforme pour les personnes qui veulent proposer leurs services. Je lui dis ouais, moi je vais faire ça, je vais faire ci, nanana. Et donc un jour il me donne le contact, enfin pas le contact, le Insta de Nolan de Création Singulière. Donc je reviens sur lui. Il me dit ouais, tu sais, lui il fait des bonnes vidéos sur Insta, sur la création de contenu, sur l'IA. Il me dit ouais, tu peux le suivre, voilà, et pourquoi pas lui envoyer des messages. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que au début, j'étais assez passif par rapport à ça, donc je lui ai pas envoyé de message. Par contre, au bout de peut-être, ouais, après 3 4 mois d'avoir bossé dans ce trampoline park, donc après 3 4 mois d'avoir eu ma majorité 18 ans, j'ai mes premières opportunités d'emploi en montage vidéo. Donc je bosse avec l'agence Split Production, qui a été vraiment une très très bonne collaboration. Il m'a beaucoup permis d'évoluer dans le montage vidéo. Parce que l'avantage de bosser avec une bonne agence de montage comme Split Production, c'est que eux, déjà, ils ont une très bonne communication. Ils ont une très bonne relation avec les clients comme avec les monteurs.
Et surtout, ils te font des retours. Surtout, ils vont te donner des points d'amélioration. Ce qui fait que si t'es pas forcément le meilleur monteur, ils vont te dire voilà, là tu vas améliorer ça, tu vas ajouter tel effet, tu vas enlever tel effet parce que dans ce contexte-là, ça s'apprête pas, et ça s'y prête pas, etc. Et donc en même temps, pardon, j'ai un petit appel, désolé. Attends, je vais juste lui dire de pas m'appeler. Euh, euh, hop, désolé. T'inquiète, pas de souci. Ouais. Du coup, ce qui était bien avec le fait d'être avec l'agence, c'est que voilà, il te corrige, il te donne des points d'amélioration, et donc, bah, même si tu n'es pas le meilleur monteur et que tu débutes, bah en fait, c'est une très bonne porte d'entrée aussi, parce que tu peux avoir des clients et en même temps, t'apprends, tu vois, alors que c'était tes premières marches dans ce monde-là. Et ensuite, le mois d'après, comme j'ai pas mal évolué et que je commençais déjà à poster du contenu sur les réseaux sociaux, eh bien, j'ai contacté Nolan de Création Singulière, donc le fameux gars Hmm. que Fabien, mon directeur créatif, m'a conseillé, et ils avaient besoin d'un monteur. Donc j'ai contacté Nolan, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit voilà, moi je suis chaud pour être votre monteur, on peut faire un test, nanana, et puis ça a super bien matché, on a fait un appel ensemble. Avant c'était, ça s'appelait Nolan et Mathilde, donc ils étaient deux dans la team. Donc on avait fait l'appel à trois, tout ça. Hmm. Pour moi c'était vraiment tout nouveau parce que bah, j'étais jamais autant entré dans ce monde du business, de parler avec des gens en appel comme ça me faisait un peu peur, ça me faisait stresser, mais franchement, ça se passait bien et j'avais tout le temps de la chance d'avoir des bonnes personnes, comme dans l'agence Speed Production, des personnes très bienveillantes qui te donnent une bonne énergie, qui te poussent à aller de l'avant. Pareil pour Nolan et Mathilde qui étaient des très très bonnes personnes. Et ça, je pense que c'est très important quand tu commences dans le monde de l'entrepreneuriat ou voilà, t'es freelance, tu commences à avoir des clients. Si t'es débutant et que vraiment t'es pas quelqu'un qui a forcément confiance en tes compétences au début, Hmm. bah le fait d'avoir des clients qui sont aussi bienveillants, ça te donne beaucoup de confiance, beaucoup de motivation et tu restes dans cette énergie positive et ça c'est vraiment top. Maintenant, je le dis, hein, j'ai eu de la chance d'avoir des clients comme ça. Évidemment, la chance ça se provoque aussi parce que justement là le troisième mois, la personne que j'ai eu en client c'est Dali Dutiel justement et lui il avait posté aussi une annonce en story, comme quoi il cherchait un monteur. J'ai envoyé un message à Dali. Il me dit, voilà, pour demain, tu me montes cette vidéo en guise de test. Et puis, ensuite, il allait faire une sélection des meilleurs monteurs. Et du coup, parmi les trois monteurs qu'il avait sélectionnés, j'étais dedans. Et on a fait un appel. Ça a super bien matché. Pour le coup, là, au moment où on faisait l'appel, j'étais dans un parc. Donc, moi, mon objectif, c'était juste de garder un bon environnement autour de moi, d'être bien positif, d'être confiant. Tu vois, moi j'aime bien le fait d'être dans un endroit naturel. Je sais pas, ça me donne plus d'énergie, ça me rend Hmm. plus jovial entre guillemets. Et donc le fait de faire l'appel avec lui, ça a été cool de faire dans le parc. Et donc on a discuté, on a parlé de ce que moi je proposais, de ce que lui il voulait exactement. On a parlé des prix, etc. J'ai fait aussi des références aux livres que je lisais, qui sont à peu près les mêmes que lui. Donc forcément, bah ça a créé plus de points communs et ça je le Ouais, savais parce j'imagine, que ouais. moi à la base Dali Dutiel, je le connaissais pas forcément, hein. Je regardais pas énormément ses vidéos. C'est à partir du moment où j'ai commencé le montage que j'ai commencé à regarder des vidéos de Dali Dutiel parce qu'à la base je le connaissais pas. Donc voilà, c'était assez cool. Et et puis voilà, hein. Je sais pas sur quel sujet exactement est-ce que tu veux que je te parle pour l'instant. Là, je pense que j'ai bien expliqué un peu le parcours en termes Ouais, de comment j'ai totalement, commencé ouais. le montage et de ce que j'ai réussi à avoir comme client à ce moment-là. Non, non, mais ouais, totalement, ouais. Totalement, totalement. Et du coup, ouais, à peu près vers 18 ans, t'as commencé du coup, à bosser. Et par exemple, ouais, comment on va dire, ta vie de vue, on va dire que tu faisais la différence au niveau des montages, notamment aussi comment toi, tu vois le montage vidéo, comment t'arrives devant un projet, qu'est-ce que tu demandes à ton client, parce que en général, je sais plus, enfin, pas un cahier, si en général, on demande un genre de cahier des charges avec un peu des références de type de montage que la personne elle veut, on va dire. Et qu'est-ce que toi tu dois amener, on va dire, je sais qu'il y a des assets à créer, etc. J'ai vu que tu faisais quand même pas mal d'After Effects pour le peu de story que j'avais vu quand je me suis abonné à toi. Donc ouais, on va dire comment tu processes ça, parce que j'ai l'impression aussi il y a l'importance aussi de créer, tu sais, des dossiers de montage dans Premiere Pro ou quoi que ce soit, pour justement avoir toutes les références et ne pas te perdre, changer enfin, les couleurs, les libellés. Enfin, c'est ce que je fais moi, on va dire, pour le peu de montage que je fais, quoi. D'accord. Alors c'est très simple. Quand j'ai bossé avec ces trois clients, donc l'agence, Nolan et Dali, il y avait trois besoins différents. Pour l'agence,
les besoins étaient tout le temps différents parce que l'agence me filait des clients. Sauf que les Hmm. clients, c'est pas les mêmes à chaque fois. Par exemple, l'un des premiers, c'était le tout premier client. D'ailleurs, lui, franchement, ça restera gravé dans ma mémoire toute ma vie. Mais le tout premier client que j'avais eu, c'était enfin, via l'agence, hein, c'était un mec qui vendait une formation en trading. Donc c'était une ads. Je devais monter la vidéo et le style qu'il voulait, c'était le style Alex Hormozy. En fait, faut savoir que aujourd'hui les sous-titres que vous voyez avec les couleurs là qui changent et Ouais, les tailles ouais. de police qui changent, ça c'était le style de Alex Hormozy. Hmm. Aujourd'hui, c'est automatisé Clairement. avec l'IA, mais avant fallait le faire manuellement. Et donc ça demandait pas mal de travail. Et moi c'est ce qu'ils m'avaient demandé. Ils m'ont dit voilà, il faut que tu fasses comme Alex Hormozy, les sous-titres dans ce style. Tu mets des petites illustrations qui apparaissent à droite à gauche, des petits effets sonores, etc. J'ai réussi à le faire. Ils ont kiffé la vidéo et ça s'est super bien passé. Ensuite, il y a d'autres types de clients comme euh, la guitare avec Alexandre. Lui, c'est un client que j'ai eu, mais sur vraiment le long terme, sur beaucoup de mois, où lui, c'est un YouTuber qui fait des tutoriels, il enseigne la guitare, et lui, c'est des vidéos beaucoup plus simples. C'est-à-dire que c'est le dérush, donc faire un bon dérush, illustré avec les partitions. Donc limite, j'apprenais à faire de la guitare en même temps, parce que j'avais, bah, justement, comme Ouais, tu ouais. dis, j'avais les dossiers avec toutes les partitions, etc. Des fois, fallait ajouter des petits textes, etc. Mais c'était pas compliqué à ce niveau-là, c'était pas compliqué, c'était assez automatisé au bout d'un moment, c'est juste que c'était les mêmes tâches à chaque fois. Ensuite, pour Nolan de création singulière, là, c'était que des shorts. Donc lui, il m'avait donné deux types de, euh, de, 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 de commandes. La première, c'était des commandes où je devais monter 6 vidéos à lui, à Nolan. Donc lui, il fait des vidéos sur Instagram. Et donc, il est en face cam. Il va parler de, par exemple, les 3 nouvelles intelligences artificielles pour faire du montage. Et moi, je vais devoir faire le dérush, donc cutter tous les moments inutiles où il bégaye, où il dit des choses superflues, ajouter des illustrations, donc faire en sorte que ce soit un peu plus dynamique, donner un peu plus de contexte visuellement, ajouter de la musique, ajouter des effets sonores pour rendre tout ça beaucoup plus attractif visuellement et de manière auditive aussi. Ensuite, il me donnait aussi des commandes de d'autres personnes. Par exemple, il fonctionnait un peu comme une agence. Pardon, il fonctionnait aussi comme une agence. Donc, par exemple, j'avais monté des vidéos pour I'm Tarzan. Je sais pas si tu vois qui c'est. Hmm, bien Lui, sûr, il ouais. avait Ok. des shorts où il faisait des vidéos. Par exemple, c'était une recette pour un milkshake ou un shaker de whey. Je sais plus c'était quoi, mais bref, c'était juste un petit short comme ça. Il m'avait demandé que je devais dérusher cette vidéo et mettre des sous-titres à la Alex Hormozy. Encore une fois. Avant, c'était extrêmement demandé de juste faire une commande pour faire des sous-titres à la Alex Hormozy, parce que c'était Hmm. tout manuellement. Et tu sais, vraiment, devoir d'abord faire la transcription. Ah oui, non, parce qu'il n'y avait pas la transcription avant. Sur Ouais, Premiere donc Pro, à ce tu moment-là, tapais tout. c'est ça. Avant, sur Premiere Pro, il n'y avait pas la transcription. Et ça, c'est fou, parce que je viens de m'en souvenir. Mais c'est C'est pour ça que vrai. ça prenait autant de temps et que il y avait quasiment que ça comme commande. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. En 2 secondes, t'as la transcription. Donc, t'as l'IA de ton logiciel de montage qui va comprendre ce que tu dis oralement et qui va te remettre tout le texte Hmm. sur ton logiciel, et ensuite tu vas pouvoir les créer en forme de sous-titres, et ensuite tu peux les animer beaucoup plus rapidement, et plus tu peux utiliser des IA comme Sunmagic, Snapvid, Captions, CapCut qui t'a déjà fait tous les presets pour faire des sous-titres animés. Donc voilà. Et ensuite, pour ce qui est de Dali, donc lui, c'est sûrement le plus intéressant parce que c'est la personne qui m'a le plus poussé à augmenter mon niveau en Hmm. montage et De surtout en motion créativité. Ok, ouais. et de créativité, parce que lui, il m'a dit, Marc, moi j'ai envie de devenir le Iman Gadi français en termes de montage. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé Iman Gadi. Je ne connaissais pas du tout Iman Gadi. Je venais à peine de rentrer dans ce monde de l'entrepreneuriat. Enfin, en tout cas, de ce que je regardais sur YouTube, parce que Ouais. l'entrepreneuriat, ça fait depuis 14-15 ans que j'y étais. Mais le fait de regarder des vidéos d'entrepreneurs, ça, je le faisais pratiquement jamais. Et donc là, le fait de voir Iman Gadi, ça m'a vraiment étonné parce que j'avais jamais vu ça de ma vie, des montages aussi bien élaborés et surtout ce que je trouvais fou, c'était que à chaque vidéo, le style graphique était différent. Et je me suis dit, ok, j'ai compris directement que c'était pas possible qu'il y avait un seul monteur. Et j'avais bien eu raison parce qu'il y a littéralement 30 monteurs dans cette team à Iman Ghazi. Ah C'est ouais. énorme. Putain. Pour chaque tâche, par exemple pour les shorts, il y a 20 monteurs. Et pour tout ce qui va être vidéo longue YouTube et tout ce qui va être formation, VSL, publicité, il y a 10 monteurs.
Donc ils vont tous avoir des tâches définies. On va dire que pour les vidéos YouTube, il me semble qu'il y en a que deux, quelque chose comme ça, et ensuite c'est réparti par rapport aux différents projets, parce qu'il y a pas mal de chaînes YouTube et pas mal de vidéos Ouais, ouais, sur plein de j'avoue. plateformes, même ces formations en ligne, etc. J'avoue. Donc voilà, et là je me suis dit waouh, c'est vraiment incroyable, et c'est littéralement là qu'il faut piocher pour apprendre le montage vidéo, dans le sens où euh, pour moi, si tu veux apprendre le montage vidéo, faut définir d'abord le style de montage que tu veux. Tu veux apprendre un style de montage à la Iman Gadzhi, alors regarde Iman Gadzhi et regarde que Iman Gadzhi et tu copies tout ce qu'il fait. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc je faisais que de regarder, je faisais que des brainwatch d'Iman Gadzhi et en fait j'analysais vraiment les compositions, le design, quelle couleur il utilisait, qu'est-ce qui fait que c'est joli ou pas, les animations, la manière dont il le faisait, où est-ce qu'il trouvait les assets, etc. Par exemple, dans une des vidéos d'Iman Gadzhi, ça s'appelle How to be top 1% man in 2024, je sais plus quand. Euh, il y avait des assets avec le fameux bonhomme bleu. Ça, c'est le fameux bonhomme que tout le monde utilise maintenant sur les réseaux. Et en fait, moi, je me suis dit que c'était l'équipe d'Iman Gadzhi qui avait un designer et qui avait créé ce personnage. Alors qu'en réalité, bah, c'est pas du tout eux. C'était juste des designs qui étaient sur Freepik. Donc, c'est une plateforme où Ouais. tu peux trouver plein d'images vectorielles par des très bons créateurs, quoi. Donc voilà. Donc, c'est vraiment le côté analyse que j'ai beaucoup fait. Et à force de d'analyser, bah ensuite, j'essaie de répliquer les mêmes animations à travers les vidéos de Dali. Donc Dali, il faisait beaucoup des vidéos face cam, style un peu Iman Gadzhi, dans la même ambiance. Et moi, ce que j'essayais, c'est vraiment de recréer la même ambiance en utilisant les mêmes musiques, littéralement. Donc toutes ces musiques, elles sont sur Artlist et Epidemic Sound. Ensuite, j'essayais de faire un peu les mêmes types de zoom. Donc c'est des zooms qui sont complètement différents, des zooms de divertissement. Quand tu vas regarder une vidéo de Squeezie, le zoom, il va être très rapide, avec un flou de mouvement extrêmement prononcé, alors qu'un zoom chez Iman Gadzhi, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus calme et c'est beaucoup plus comment dire Limite, théâtral, tu vois. ouais, immersif, tu vois. C'est Ouais. immersif. Et pareil pour les animations, une animation style Iman Gadzhi, c'est complètement différent de ce que tu peux voir avec Squeezie, parce que le design déjà il est complètement différent et l'animation aussi. Déjà faut se dire que faire du motion design, c'est juste mettre en mouvement une image, Mm. c'est mettre en mouvement un design. Tu vois un design sur, je sais pas moi, euh, Snapchat, par exemple. Tu connais Snapchat, tu connais Ouais. peut-être Instagram, j'en sais rien. Tu vois l'interface d'Instagram, tu fais un screenshot de ton interface Instagram, et bah faire du motion design, c'est avoir ce screenshot, c'est avoir le design, la manière dont sont disposés les différents logos, les différents textes, les différentes photos, etc. Est-ce que un rectangle est arrondi ou pas? Tous ces détails-là, c'est simplement animer toute cette image-là. C'est ça faire du motion design en fait. Et donc, bah en fait, en regardant les vidéos d'Iman Gadzhi, j'ai réussi à vraiment apprendre à faire les mêmes animations. Et à chaque fois qu'il y avait une nouvelle vidéo de d'Ali, bah j'essayais de faire le maximum d'animations dans l'intro pour vraiment faire le hook et captiver l'attention dès les premières secondes. Mais ensuite, pour ce qui est du reste de la vidéo, j'essayais de faire un peu moins parce que bah sinon ça me prendrait trop de temps. Et surtout à ce moment-là, j'étais pas payé à ce prix-là, tu vois, au prix de faire du motion design autant que ça en tout cas. Et ensuite, au fur et à mesure, quand j'ai vraiment augmenté mon niveau, là, j'ai commencé à augmenter mes prix, etc., de manière confiante, parce que je savais bah, que Mm. c'était clairement du high level par rapport à ce qu'il y avait au début. Et donc, Mm. c'est comme ça que j'ai évolué. Vraiment, vraiment, Dali m'a vraiment poussé à m'améliorer. Et je pense que sans lui, j'aurais pas eu cette arme d'apprendre à monter comme Iman Gadzhi. En tout cas, aussi vite. Parce que c'est beaucoup de personnes qui me disent, waouh, t'as appris vite. Bah, c'est d'une part peut-être parce que j'avais faim. Je voulais gagner de l'argent avec le montage vidéo, avec ma passion. Je voulais vivre de ça. J'adorais ça. Pour la première fois, je pouvais bosser avec des clients et en plus avec des bons clients. Et je pouvais pas me permettre de ne pas répondre aux attentes d'un mec comme Dali. En fait, je n'ai pas le choix. Donc c'est pour ça que j'ai été aussi rapide. Totalement, totalement. Et du coup, bah, en vrai, ma question en découle, c'est niveau, par exemple, prestation de service, comment t'as fait au début, genre, parce que, en vrai, j'arrive même pas à me dire, je pense qu'après, on va décortiquer, par exemple, le plus intéressant, je pense, c'est de parler du cas de Dali. Mais comment, genre, en mode, t'as commencé à pricer tes prix avec, au début, genre, par exemple, voilà, des formats short, un peu à la Hormozy.
combien c'était, sachant que du coup tu passais par une agence qui en gros c'était un peu un apporteur d'affaires, on va dire l'agence, donc forcément combien elle demandait au client, combien elle prenait en com, combien toi du coup tu prenais, et aussi en découle le temps que ça te prenait par exemple de faire un reels et combien t'en faisais à la semaine, genre à quel point est-ce que tu bossais beaucoup, et pareil pour Dali, parce que Dali un montage comme ça, moi je vois ça, je me dis genre je mets au moins 10 heures quoi, et enfin voire plus, tu vois, j'en sais rien, et c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant de savoir combien de temps tu mets à peu près, parce que ça peut nous donner une représentation de après des fameux montages qu'on voit de Antoine Blanco, Yumi Denzel, du coup forcément Iman Gadzhi, parce que tout le monde on va dire s'est adapté au format d'Iman Gadzhi, parce que c'est ce qui a pété aux États-Unis, donc on a toujours là en ce moment on a plus 5 ans de retard, tu vois, on a 1 ou 2 ans, mais encore une fois on s'adapte toujours aux Américains. Donc ouais, comment on va dire t'as pu on va dire commencer à pricer tes prix, et combien à chaque fois ça te prenait de temps? Est-ce que finalement après t'as refait un calcul de combien ça te coûtait plus ou moins 1 heure de ton temps en argent? Et bon, après le but aussi c'est pas de travailler H24, c'est aussi d'en profiter, enfin voilà quoi. Ouais. Alors, au début, moi, je me conformais au prix des clients Ouais, parce que j'avais pas assez confiance en moi, j'avais pas assez de compétences pour m'imposer et surtout, bah, je connaissais rien en fait au monde du ouais, montage vidéo ou en tout cas sur les prix. Je n'y connaissais rien. Donc, ce que je faisais au début, c'est qu'avec l'agence, je me conformais à leur prix qui était très bien parce que je touchais des très bonnes sommes. Donc, c'était une commission évidemment. Pour le coup, je ne sais pas eux combien ils prenaient, mais je pense ok, qu'ils prenaient bien parce que moi, je prenais très bien. Par exemple, pour une vidéo, c'était ma toute première vidéo, donc la fameuse publicité que j'ai réalisée en une journée. Ils m'avaient payé 80 euros, tu vois, pour une journée. Euh, Ensuite, c'est une vidéo de 1 minute, hein, le truc, hein, littéralement. Surtout que c'était ma première prestation et que je venais d'apprendre et j'avais pas forcément un niveau très élevé. ok. Ensuite, je faisais des vidéos pour donc Alexandre, la guitare avec Alexandre. Donc c'était des vidéos YouTube qui duraient entre 5 et 10 minutes. Littéralement juste un dérush avec ajout d'illustrations et quelques textes. J'étais payé entre 100 et 200, non, entre 100 et 300 euros la vidéo. Et une fois, il m'est arrivé que en 2 heures, je monte la vidéo et qu'il me balance 200 euros. Genre littéralement, j'ai gagné 200 euros en 2 heures. C'était magnifique. Hmm. Ça, c'est aussi parce que j'avais l'habitude. Ça, c'était pas le premier mois, hein. C'était au bout de peut-être 3, 4 mois Ouais, où ouais. je commençais à m'habituer à être un peu plus rapide. Pour ce qui était de d'Ali, puisque c'est le plus intéressant, je vais expliquer. On s'est accordé pour les toutes premières vidéos, les shorts, pour 30 euros le short. Donc c'était des shorts assez simples mais dynamiques où voilà, faut simplement faire des sous-titres. Donc les sous-titres, il y avait pas de Alexandre Moses, c'est juste des sous-titres basiques. Il y avait la transcription à ce moment-là, Hmm. donc ça va. Non, ou peut-être pas, je sais plus s'il y avait la transcription. J'arrive pas à me souvenir. Mais peu importe, dans tous les cas, c'était beaucoup plus simple parce qu'il y avait pas d'animation texte, c'était juste des textes simples casés dans la vidéo. Quelques illustrations à ajouter pour que ce soit dynamique, très basique, et musique et effets sonores. Donc 30 euros par vidéo, et je pouvais enchaîner ce genre de vidéos. Je pense 4 vidéos en une journée, c'était vraiment faisable pour moi. Donc voilà, ça faisait et la plupart au début, la plupart des vidéos, enfin même toutes les vidéos, c'était que des shorts et je faisais 50% de mon chiffre d'affaires avec les shorts de d'Ali Dutiel parce qu'il y en avait pas mal. Je sais plus le nombre de shorts que je faisais par semaine, mais j'en faisais pratiquement tous les 2, 3 jours quoi. J'avais des nouvelles vidéos short tous les 2, 3 jours, en comptant les prestations pour l'agence Speed Production, plus Hmm. Nolan. Donc ça faisait 3 clients en même temps. Et donc je faisais déjà, au bout du deuxième mois, je faisais 1 000 euros. Et au bout du troisième mois, je faisais déjà 2 000 euros par mois, de manière Ok. constante. Et ensuite, on a commencé à bosser sur les vidéos longues. On a parlé de comment on facturait ça et on s'est dit que la vidéo YouTube, ce serait 200 euros, tu vois, pour le début. Donc au tout début, franchement, je trouve que mes montages étaient vraiment pas ouf. Donc pour moi, c'était logique de payer 200 euros. Ensuite, au fur et à mesure que moi j'augmentais mes compétences et que j'augmentais le nombre de motion design, on est passé à 300 à peu près, 300, 350. Et ensuite, là, au moment où vraiment je commence à être très bon en motion et que ça a apporté pas mal de vues sur les vidéos, et bah j'ai commencé à un peu plus donner mes prix et à donner mon avis en fait sur ce qu'il fallait faire au niveau des tarifs. C'était
on est passé de 350 à peu près à 400 euros minimum, jusqu'à atteindre des 1200 euros par exemple par vidéo. Et pour t'expliquer un peu comment je facture, moi, je dissocie le montage vidéo et le motion design. Pour que les gens comprennent vraiment ce que ça signifie, le montage vidéo, c'est imaginez que vous êtes un cuisinier, vous avez des ingrédients, et vous, ce que vous devez faire, c'est prendre les bons ingrédients, les couper, bien les mélanger, bien les cuire, bien les mariner, utiliser les bonnes épices, et ensuite confectionner un plat à partir de quelque chose qui existe déjà, c'est-à-dire Mmh. les ingrédients. Alors que le motion design, bah, vous créez votre propre ingrédient. À la base, il n'existe rien. C'est zéro. Et vous allez créer votre propre ingrédient. Vous allez créer une tomate qui n'existe pas, une tomate rose. Ça n'existe pas. Et bah vous allez la créer. Et ensuite, dans le plat qui existe, que vous avez peut-être déjà fait, bah vous allez ajouter cette fameuse tomate rose que vous avez créée. Et donc qui ajoute beaucoup plus du coup dans le montage vidéo, beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus de visuel, beaucoup plus de professionnalisme, etc. Et donc, moi, comment je calcule tout ça? Le motion design, je le calcule par minute. Donc, par exemple, si dans une vidéo, il y a 1 minute de motion design, et ben, je facture 300 euros. Le 300 euros, il sort pas de nulle part, il sort simplement de plusieurs mois d'expérience et de ce que je considère qui va m'être rentable en termes de temps que moi je donne. Par exemple, une vidéo YouTube style Daily Duty et Mangadi, aujourd'hui je la fais en 2 jours, 3 jours maximum. Alors qu'au tout début, ça me prenait une semaine. Mais c'est pas grave parce que cette semaine-là, c'est pas une semaine de perdu, c'est une semaine où j'apprenais. J'étais Mmh. nul encore, donc j'apprends. Et t'as pas à donner des prix aussi élevés au début, alors que ce que tu proposes c'est pas si bon que ça. Donc encore heureux que c'est pas élevé au début. Par contre, il faut que tu utilises tout ce temps, toute cette opportunité pour apprendre, devenir vraiment meilleur, et là pouvoir d'une part augmenter ta vitesse de travail, et ensuite bah facturer plus cher. Et pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? Parce que, pourquoi c'est important de pas facturer à l'heure que tu consacres? Parce que si tu considères que tu dois faire un taux horaire, et bah si tu deviens plus rapide dans ton montage, ça veut dire que tu devras facturer moins cher. Alors que non, en fait, ce que tu Mmh. proposes, c'est peut-être 10 fois meilleur que les autres, mais c'est pas parce que tu l'as fait en 2 jours au lieu de 5 jours, parce qu'il y a un autre qui le fait en 5 jours, etc., que tu dois le faire moins cher en fait. Peut-être que ton truc qui normalement dure 5 jours, tu l'as fait en 2 jours, bah tu le factures au même prix. On s'en fiche, parce que le plus important c'est ce que tu délivres. Et Ouais, c'est le rendu, ouais. c'est ça le but en fait d'un freelance à la base, c'est de pas être payé par rapport à l'heure comme un salarié, c'est d'être payé à la prestation, à ce que tu Mmh. proposes, à ce que tu délivres. Et c'est ça, c'est comme ça que moi j'ai fait et j'ai toujours préféré comme ça. Donc pour moi, il faut vraiment avoir avoir une expérience, donc avoir déjà monté plusieurs vidéos, que ce soit pour un seul client ou pour plusieurs clients, Mmh. pour voir un peu comment toi tu fonctionnes, le temps que tu prends pour des projets, et ensuite dès que tu arrives à vraiment définir ton niveau de compétence et le temps que tu prends, et bah là tu peux commencer à augmenter les prix, à définir des prix, tu vois. Par exemple moi le 300 euros par minute, euh, je peux très bien l'augmenter comme j'aurais pu le baisser si j'étais moins bien en motion design. Par exemple, euh, peut-être que tu sais très bien faire des animations. Par contre, peut-être qu'en design, t'es très nul. Donc, pourquoi est-ce que tu ferais payer 300 euros la minute de motion design alors que dans cette minute de motion design, il y a seulement l'animation qui est bien. Par contre, le design, il est dégueulasse. Tu utilises des Mmh. mauvaises polices d'écriture, les couleurs, elles sont pas complémentaires. Pourquoi est-ce que tu fais payer de la même manière? Non, le motion design, c'est le design et le motion. C'est pour ça que ça s'appelle motion design, tu vois. Donc faut que les Ah ouais. deux éléments ils soient au même niveau, sinon ça va pas. Des fois, même le design est plus important que l'animation. Tu peux très bien faire que du Premiere Pro. Si t'as un joli design, si t'as les bonnes couleurs et les bonnes polices d'écriture, ce sera plus joli que le gars qui fait du motion mais qui fait des animations bizarres dans tous les sens avec des designs bizarres avec des lueurs diffuses. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde utilise un effet qui s'appelle Deep Glow. Donc, c'est un effet qui donne un effet de lueur, de lumière, tu sais, qui est très joli, de lumière, voilà.
mais il l'utilise de manière trop prononcée, et donc ça rend la composition Ouais, dégueulasse, c'est tu pas vois. beau, ouais. Et c'est pas parce que t'as mis ton effet Deep Blue et que tu fais une animation de caméra 3D que c'est bon, ça mérite les 300 euros par minute. Non, ce qui mérite les 300 euros par minute, c'est que vraiment le design soit propre, que ce soit réfléchi en amont, que ça corresponde peut-être à la DA de ton Ouais. client, que ça corresponde à la DA du sujet qui est traité. Tu vas pas avoir la même DA si tu parles de stoïcisme que si tu parles de cuisine, tu vois. C'est pas la même DA. Et ça, si tu le réfléchis pas en tant que monteur vidéo, bah, j'ai envie de te dire, il faut que tu baisses ton prix. Parce que si c'est pas ce que tu inclus dans Ouais, ton ouais, service, tu ne peux totalement. pas avoir le même prix. Pour moi, ça c'est logique. Et pourtant, il y a plein de monteurs qui ne prennent pas en compte cette partie en fait du montage. Non mais ouais, totalement. Et puis rien que, je sais pas, ouais, 300 euros en vrai, toi, pour une minute de motion design, 300 euros, c'est l'équivalent de combien en heures? Genre, j'imagine que ça varie, mais t'as peut-être à peu près une idée que Hein. c'est le temps que ça te prend, parce que je sais pas, j'ai une connerie, genre ça te prend une journée entière pour faire. Est-ce que d'ailleurs dans ton montage, à chaque fois, genre toute la vidéo, genre en mode tu la dérush, tu vois après, tu analyses qu'est-ce qu'il va falloir comme type de motion design, et après, je sais pas, tu te fais une journée dédiée au motion design, un truc comme ça? Ah non, pas du tout, pas Non, du non, tout. c'est Alors au moi, fur et à mesure. ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, si tu as le bon workflow et que tu maîtrises ton logiciel, tu peux être très rapide. Le problème, c'est que bon, ça, bon, d'abord, je vais expliquer comment moi je procède pour faire une vidéo de A à Z, et ensuite je vais expliquer le plus grand problème de tous les monteurs vidéo qui fait qu'ils perdent beaucoup de temps. Hmm. Moi, mon process pour monter une vidéo, c'est quoi? C'est je reçois les rushs, je fais le dérush, j'écoute toute la vidéo pour savoir de quoi il parle exactement et vraiment me mettre dans le sujet. Donc comprendre quelle serait la DA potentielle. Comme je t'ai dit, si on parle de stoïcisme et de philosophie, on va pas utiliser des animations et des couleurs comme Squeezie. On va utiliser des couleurs beaucoup plus neutres. On va utiliser des images un peu plus anciennes, des effets qui donnent l'effet ancien, etc. Donc, on réfléchit un peu à tout ça pendant le visionnage de la vidéo. Ensuite, pour se mettre encore plus dans l'ambiance, je vais pas encore faire de montage ou quoi, je vais pas ajouter d'effets, d'images, non, rien du tout. Je vais d'abord mettre les musiques en premier. Donc, je regarde l'intro, comment elle rend l'intro avec telle ou telle musique, je vois ce qui rend l'intro la plus impactante possible. Ensuite, je regarde pour chaque chapitre de la vidéo. Souvent, Dali, dans ses vidéos, il a des chapitres, il fonctionne par chapitre, donc par des parties. Et donc, à chaque partie, on va mettre certaines musiques pour donner une certaine ambiance, notamment les mêmes musiques qu'Iman Gadi. Donc souvent de l'orchestre, du violon, du piano, ce genre de choses. Donc ça donne une ambiance très particulière, la fameuse ambiance cinématique dont tout le monde parle. Bon, ça va un peu tout et rien dire, mais le mot Hmm. cinématique, mais bon, c'est comme ça que tout le monde le comprend. Euh, donc voilà, dès que j'ai mis les musiques, c'est fait. Maintenant, je regarde l'intro de la vidéo et là, je me concentre sur le hook. Et là, je fais les meilleures animations possibles pour le hook. Donc, par rapport à la DA que j'ai. Et donc, je vais commencer à faire mes animations euh, pour le hook, et ensuite je regarde la suite de la vidéo, et à chaque fois que je vois qu'il y a un moment où c'est pertinent d'ajouter une animation, et ben je le fais. Et très important sur le mot pertinent. C'est pas parce que on te demande de faire du mangadi que sur 10 minutes de vidéo tu dois tout animer. Ça Ouais, sert de à ouf. rien. Si ton client dans la vidéo il te parle pendant 5 secondes d'un détail, tu vas pas animer ce détail, ça ne sert à rien. Tu animes ce qui est pertinent. L'animation, à la base, ça sert juste à améliorer la compréhension du spectateur. Donc, si ce que tu animes, si ce que tu ajoutes en termes d'illustration et d'animation, ça permet pas d'améliorer la compréhension, bah, le fais pas, ça sert à rien. Ça peut Hmm. même perturber le spectateur de Ouais, voir de trop ouf. d'animation dans tous les sens. Concentre-toi sur l'essentiel. Surtout si tu fais des vidéos dans l'éducation. Ça sert à rien d'animer partout. Fais des animations qui sont captivantes, qui sont dynamiques, mais qui restent sobres, qui restent simples. Parce que tu peux pas faire du Squeezie dans de l'éducation. Ça va trop vite. Pour moi, ça fonctionne pas. C'est pas compatible. Euh, Ensuite, Totalement dès que vrai. j'ai fini les animations, je fais de petites transitions, je peaufine quelques détails, ce genre de choses, et puis je vais ajouter les effets sonores à la fin. Donc ça, c'est le détail que la majorité des monteurs sous-estiment, mais vraiment les sound effects, les effets sonores que tu vas ajouter, c'est littéralement l'une des choses les plus importantes pour donner de l'ambiance et donner plus de matière Au à ton propos. spectateur, Hmm. au propos. Parce que
si on dit audiovisuel, c'est parce qu'il y a le visuel, ce que tu vois, donc ça te captive visuellement, mais il faut que ça te captive au niveau de l'ouïe aussi. Et il faut se dire qu'en réalité, qu'est-ce qui est le plus important entre une vidéo qui est bien cutée, où on peut tout comprendre, ou est-ce que c'est une vidéo où on comprend rien à ce qu'il dit, mais qui a plein d'animations? C'est les propos le plus important. Hmm. Là, tu peux faire les meilleures animations que tu veux, si le sujet, si les propos qui sont tenus par le youtubeur ou peu importe, ils sont pas intéressants, ça va être une mauvaise vidéo dans tous les cas. Donc voilà, il faut se concentrer sur la base au début. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la plupart des monteurs vidéo perdent du temps? C'est sur les idées. Le problème de la plupart des monteurs, c'est que ils se disent, ah, moi, je vais faire quelque chose d'unique. Je n'ai pas envie de faire comme les autres. Sauf que, je te rappelle une chose, ça, cher monteur vidéo qui a que 3 mois d'expérience, c'est que tu n'as jamais fait de montage vidéo avant 3 mois, tu n'as jamais fait de design, donc qu'est-ce que tu veux créer de toi-même en fait? Genre, va regarder ce qui se fait chez les autres, va regarder les professionnels, va regarder les meilleurs designs, va regarder les meilleures animations, genre Iman Ghazi, qui a littéralement tous ces éléments de combinés, et fait comme lui, en fait. Si tu veux apprendre le style Iman Ghazi, regarde les vidéos d'Iman Ghazi. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un répertoire qui s'appelle Inspiration, et dans ce répertoire d'inspiration, j'ai plusieurs youtubeurs, et à l'intérieur de ces dossiers youtubeurs, par exemple, il y a un dossier qui s'appelle Iman Ghazi, j'ai plusieurs dossiers qui correspondent à chaque vidéo, et dans ces vidéos-là, moi, j'ai pris des screenshots, et pas des screen records, j'ai pas fait des enregistrements vidéo, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas l'animation. L'animation, on sait la faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le design, c'est l'idée. Comment tu vas pouvoir illustrer un propos. C'est ça qui nous intéresse. Et la meilleure manière d'avoir une idée instantanée, c'est d'avoir directement un visuel de ce qui a déjà été fait. Moi, aujourd'hui, si je monte une vidéo de Dali et qui dit quelque chose, je n'ai aucun mal à trouver une idée parce que j'ai juste à aller sur ma source d'inspiration. J'ai 1 milliard d'images différentes qui me montrent différents designs selon différents sujets. Par exemple, imaginons que Dali est en train de parler de Socrate qui a dit quelque chose, qui a dit une citation. Je vais pas réfléchir dans ma tête à ok, comment est-ce que je pourrais positionner le personnage, comment je vais mettre le texte, quelle police d'écriture. Non, je réfléchis pas à ça. Je vais dans mon répertoire d'inspiration. Je sais déjà que j'ai fait des screenshots qui correspondent à exactement la même situation, c'est-à-dire quelqu'un qui parle d'un homme qui a fait une citation. Hmm. Et là, j'ai juste à m'inspirer. T'as le Je style, vais ouais. pas, c'est ça. Je vais pas copier à 100%. Je vais juste regarder et prendre plusieurs pâtes différentes et ensuite créer ma propre sauce. C'est toujours la même chose. Et ça fait gagner littéralement 80% de ton temps. Littéralement, Non, vraiment. mais totalement, ouais, c'est l'aspect, ça revient un peu, on va dire, à l'aspect créativité, clairement, genre en mode, ça te bloque un peu ta créativité, t'as envie de faire quelque chose de révolutionnaire, alors que des fois, t'as juste un chouïa à copier et à apporter ta patte. Encore une fois, tu peux copier et un chouïa améliorer et faire à ta sauce et ça sera très bien, pas besoin de réinventer la roue et c'est le fait aussi de gagner en expérience qui va faire qu'à la fin, oui, tu vas commencer à te chauffer, à faire des trucs un peu plus à ta sauce, mais c'est parce que t'as du background, quoi, tout simplement. Mm, clairement. Ok, ok. Non, mais ouais, top. Et du coup, bah, en vrai, comment on va dire a évolué, du coup, on va dire, tes sources de revenus par rapport à ça avant de te dire, genre, je lance ma formation. Du coup, ouais, combien tu gagnes à peu près quand t'étais monteur vidéo avant en termes de revenus, jusqu'à quel, on va dire, salaire t'as pu aller, ce qui t'a donné envie, du coup, peut-être par la suite aussi de partir, d'aller voir ailleurs, en dehors, etc., pour voir de nouvelles opportunités. Ouais. Alors le premier mois où j'ai fait du montage vidéo pour des clients, j'ai gagné 500 euros. Le deuxième mois où j'ai bossé avec mes premiers clients, donc là j'avais au bout du deuxième mois, j'avais 2 clients. Là j'avais fait mes premiers 1000 euros, donc 1100 euros, quelque chose comme ça. Et au bout du troisième mois où j'ai ajouté Dali dans l'équation, là j'ai fait 2000 euros par mois, stable, très facilement. Et ensuite, au bout du quatrième ou cinquième mois, on a augmenter petit à petit, donc on passe de 2000 à 2500, ensuite 3000, et ensuite on était entre les 2500 et les 3500 par mois, avec seulement 3 clients. Donc franchement, c'était pas mal. Et ce qu'il faut s'attendre, ce à quoi il faut s'attendre en tant que tout nouveau monteur vidéo, c'est que tu peux gagner assez facilement de l'argent avec le montage,
Maintenant, tout dépend de comment tu comptes t'y prendre. Est-ce que tu veux faire ça sur le court terme ou sur le long terme? Si tu veux le faire sur le court terme et que tu es le genre de gars qui veut rapidement gagner de l'argent, eh bah tu vas pas gagner beaucoup d'argent parce que si tu es sur le court terme et que tu es à peine débutant, que tu viens à peine de commencer, que tu veux déjà gagner 3 000 € par mois, ça va pas marcher. Parce que t'es pas bon, en fait, t'es pas assez bon pour facturer autant. Par contre, évidemment, hein, si ça fait longtemps que t'es monteur vidéo Hmm. et que du jour au lendemain, tu vas apprendre à faire du motion, bah c'est d'ailleurs pour la plupart des élèves de ma formation, c'est ça. Ils veulent implémenter le motion pour facturer plus, et bah tu peux. Peut-être que ça fait 1 an que tu fais du montage, et là, tu as envie d'augmenter tes revenus, facturer plus, avoir des nouveaux types de clients, et bah là, en implémentant le motion, et bah tu peux passer en 3 mois, par exemple, à 3 000 € par mois assez facilement. Donc, pour moi, c'est vraiment une question de court terme ou long terme. Donc, au début, si tu veux seulement gagner de l'argent, bah tu vas pas gagner beaucoup d'argent parce que tu seras pas assez bon. Ensuite, si tu veux gagner beaucoup d'argent, enfin entre guillemets, c'est relatif, et bah tu vas d'abord te concentrer sur ta formation, sur tes compétences. Donc ça peut prendre, on va dire, 6 mois pour vraiment devenir bon, avoir le niveau nécessaire pour gagner, on va dire, ouais, entre 2 000 et 3 000 € par mois facilement, on va dire. Hmm. Ça veut rien dire facilement, mais Le par volume, rapport à après, ta... c'est ouais, Ouais, le volume de clients que t'as, tu peux très bien gagner avec juste 2 clients, comme t'as dit, comme peut-être faire plutôt des choses assez basiques, mais du coup, t'augmentes ta quantité de clients. c'est ça, c'est ça. En fait, pour moi, tout dépend de la... En fait, t'as trois axes. Soit t'es très nul et dans tous les cas, peu importe le nombre de clients ou le type de client que tu auras, tu vas pas forcément gagner beaucoup. Euh, le deuxième axe, c'est t'es bon, t'as le niveau pour, Hmm. et t'as plusieurs clients qui te permettent de faire, par exemple, 2 000 €, ou alors t'es toujours très bon et t'as que un client qui te rapporte 2 000 € avec un seul client. Voilà, pour moi c'est comme ça. Après, il y a des exceptions avec, par exemple, le monteur de la menace qui est mon colocataire. Lui, il est pas forcément super bon en montage. Le mec, il Hmm. fait que des shorts. Maintenant, lui, là où il a mis d'autres comment on dit, Corde à son arc, on va dire. ouais, il a mis là où il a mis d'autres cordes à son arc, c'est que c'était pas seulement un monteur, c'était un collaborateur. Donc il a conseillé la menace sur voilà comment améliorer la stratégie de contenu, qu'est-ce qu'il faut faire, Hmm. les idées de contenu, etc. Donc c'est là que tu peux te différencier quand t'es pas forcément très bon en montage. Voilà, tout dépend de ce que tu veux exactement. Si t'as pas l'ambition de devenir l'un des meilleurs monteurs, bah tu peux jouer sur le fait d'apporter de la valeur dans d'autres points. Ok, ok, ça marche. Et du coup, ben, on va en venir un peu à la partie Andorre. À quel moment tu t'es dit, genre, ça y est, je pars de la France et je vais vivre à Andorre? C'est quand tu étais encore vraiment full freelance ou c'est quand du coup tu t'es dit que tu vas voir la partie formation aussi, du coup, c'était entre les deux, tu vivais bien, mais tu voulais un peu aller voir ailleurs? Ouais, bah alors c'est très simple. Là, moi, ça faisait 1 an que je connaissais Landor avec Valek, parce qu'il faisait une Ouais. vidéo sur Landor, et j'étais dans le groupe de Valek justement. Donc c'est un groupe de monteurs vidéo et on se partage pas mal de choses, notamment l'envie d'aller en Andorre. Et donc c'était Ouais. début 2024. Je lance la formation. Donc ça c'est enfin début 2024, je savais que j'allais lancer la formation. J'étais encore au trampoline park, donc j'ai annoncé à mon patron que j'allais arrêter de travailler. J'étais aussi à l'université, mais bon, j'y allais pas parce que franchement, ça me saoulait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté le trampoline park. Je crois que c'était en avril 2024. Ouais, c'était en avril 2024. Et en mai, j'ai lancé la formation officiellement. Donc là, j'avais plus rien, j'avais plus de clients en montage. Enfin, j'avais arrêté en tout cas de me Hmm. concentrer sur eux. J'étais plus au trampoline park et donc là, je pouvais que compter sur la formation. Et donc j'ai fait des jolis chiffres avec la formation qui m'ont permis d'avoir les revenus, les ressources pour pouvoir m'expatrier. Sauf que moi, je voulais pas m'expatrier tout seul. En tout cas, j'aurais pas forcément apprécié le fait d'être seul en Andorre. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y avait un gars dans le Discord qui est aujourd'hui mon colocataire, Axel. Lui, il était aussi intéressé pour l'expatriation et il avait les revenus surtout pour l'expatriation. Donc on s'est envoyé un message, on s'est dit vas-y t'es chaud, on se fait une coloc. Et puis au bout de 1 à 2 mois, on a trouvé l'appartement, on est allé, on a signé,
On est parti en Andorre et puis on a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir être expatrié officiellement via une agence, quoi. Ouais, et en plus, c'est vrai que j'en avais entendu parler dans les vidéos de Valais que comme quoi il y avait quelques agences, on va dire, qui arnaquaient les gens. Donc Ouais, ça aussi, il fallait faire gaffe. Bon, après, c'était aussi l'avantage, c'est que vu que tu étais dans le groupe de Valais, que tu pouvais bénéficier, on va dire, de toutes ses connaissances et son expérience pour éviter de faire les potentielles mêmes erreurs que lui, ou justement faire tout dans les règles de l'art, tout simplement. Et du coup, bah, en vrai, ouais, c'est vrai que comme il l'appelle le petit nuage, comment on va dire, bah, du coup, ça se passe depuis. Mais attends, déjà, j'avais une question. Tu viens de me dire que du coup, t'as quitté le trampoline park entre guillemets façon de parler seulement l'année dernière. Du coup, c'est-à-dire que tout ce que t'avais, genre tes 3 clients, d'alliés, etc., tu le faisais en parallèle du trampoline park. Mais et genre, de t'avais quoi? l'université. T'avais un 35 heures au trampoline park, t'avais juste un 15-20 heures, Ah c'était non, job non, étudiant. c'était le week-end, c'était 15 heures. Ouais, c'était job étudiant plus l'université. Donc, ouais, genre en mode, tu faisais des bonnes semaines, quoi. Ah ouais, alors déjà oui, je faisais des Ouais. bonnes semaines, mais alors l'université, pour le coup, Ouais, on. ce que j'ai fait, c'est que au début j'étais assez investi à l'université, mais au bout de quelques mois où je commençais à avoir de l'argent avec le montage, je me suis dit vas-y, je m'investis beaucoup moins à l'université, Hmm. et surtout j'ai arrêté d'aller aux cours obligatoires. Donc vraiment, j'ai arrêté. Bon, j'avais quand même réussi à valider la première année, mais honnêtement, franchement, ça me Ouais, saoulait. ouais. Deuxième année, donc c'était, je suis resté un peu quelques mois, et puis là vraiment, dès que je gagnais très bien et que j'ai lancé la formation, clairement, je m'en foutais complètement de Hmm. l'université. C'est bon, ça m'avait saoulé, quoi. Donc, et surtout que je suis parti en Andorre. Faut savoir que j'étais encore inscrit à l'université quand je suis parti en Andorre. Ouais, Mais bon, voilà. Euh, mais ouais, en fait, je faisais tout ça en même temps, mais j'arrivais à louer du temps pour le montage vidéo. Et ça va. En fait, le week-end, je savais que j'allais pas bosser en montage dans tous les cas. Je savais que j'allais pas faire des prestations le week-end parce que je bossais au ouais, trampoline park. ouais, mais du coup, la semaine, t'avoinais, quoi. Donc, tu te faisais des bonnes grosses semaines où tu t'arrêtais pas, quoi. Sachant que à côté du montage vidéo, moi, je faisais mes propres vidéos pour Instagram et j'étais en train de créer la formation de Hmm. montage vidéo que je vends aujourd'hui. Donc, ça prenait pas mal de temps. La formation, j'ai pris à peu près 7-8 mois à la créer. Ouais, t'as dû sortir une bonne formation. Alors, du coup, clairement, Ouais, bah vous pouvez voir les avis Trustpilot hein. Ou le compte Instagram Crack Editing, vous verrez bien. ouais, t'as bien raison. De toute façon, ça aussi, on en parlera. Et du coup, bah, en vrai, ça fait quoi? Ça fait 9 mois que t'es officiellement, on va dire, à Andorre, un truc comme ça? Alors attends, ça fait combien de temps? 7-8 Ouais. mois. Alors sache que le jour où on a pris l'appartement avec Axel, déjà je ne connaissais même pas Axel. Donc enfin, je le connaissais pas, je le connaissais via Discord, on Ouais, mais s'appelait tu l'as jamais vu en vrai, quoi. je l'avais jamais vu en vrai déjà. Donc j'ai accepté une colocation avec un gars que je n'ai jamais vu, je ne connaissais pas son énergie, etc. Parce que moi je fonctionne beaucoup à l'énergie avec la personne. T'as raison. Euh, et de deux, je n'étais jamais allé en Andorre. Donc T'as vraiment, vraiment, j'ai t'as compté sur les vidéos de Valais qui est... ah ouais, non mais carrément. De toute façon, dans tous les cas, je savais que j'allais aimer et je le sentais que c'était ce qu'il fallait faire. Moi, au moment où je me suis expatrié, j'avais 19 ans. Là, j'ai eu 19 ans en octobre 2024, donc c'est très Hmm. récent. Donc dans ma tête, moi, j'étais ok, j'ai 19 ans, j'ai rien à perdre, autant essayer. Si j'aime pas, j'aime pas. Je peux retourner chez mes parents sans problème. Mais dans Hmm. tous les cas, moi, je comptais pas retourner en France. Pour moi, Ouais. c'était décidé. Je vais en Andorre, je vais vivre là-bas. Et depuis que je suis petit, j'aime les montagnes. Donc je suis très heureux de vivre dans les montagnes, Dans là le où il y a tout le nuage. temps du soleil, quoi. Ouais. Mais Ça c'est marrant parce marche. que ça s'appelle le nuage, mais il y a même pas de nuage. Le ciel est bleu tout le temps. Donc Bon, mais, en vrai, bénéf, hein, bénéf. Et, euh, et du coup, ouais, bah, en vrai, qu'est-ce qui t'a plu à Andorre, du coup, ça fait quand même 8 mois que tu y es, t'as fait bon, quelques allers-retours, j'imagine, pour tout ce qui est business en France, mais ouais, comment s'est passé, on va dire, le début à Andorre? Qu'est-ce que tu n'en vis plus, on va dire, en France, là où tu te sens bien à Andorre, quoi, tout simplement? alors moi, j'en vis rien en France. J'en vis rien du tout en France, ça c'est sûr. Je suis désolé hein, parce que ça donne vraiment l'impression enfin, pour une personne qui a le désir de s'expatrier et qui m'entend, peut-être qu'elle peut ressentir le côté un peu ouais, putain, ça me fait chier. J'aimerais trop être dans sa situation. Moi, j'aime pas le Paris, tout ça. Je comprends, mais du Hmm. coup, tant mieux parce que ça vous fait une motivation Ouais, non, mais totalement. et il le faut. Tu vois, moi, j'étais dans cette situation où vraiment ça commençait vraiment à me saouler de rester en France. L'énergie, les gens.
t'as pas forcément, surtout là où j'habite, t'as pas forcément de grandes opportunités. Les seules opportunités que je trouvais, c'était soit sur Internet, soit dans le trampoline park. Parce que j'en ai peut-être pas beaucoup parlé, mais c'est un spawner à entrepreneur, ce trampoline park, parce Ok. que il y a pas énormément de trampoline park. Et donc, un mec qui est riche, millionnaire, qui veut ramener ses enfants, bah, il va les ramener là-bas. Et donc, moi, j'aime beaucoup parler aux gens, et du coup, je parlais à plein de gens comme ça, tu vois. Euh, mais putain, j'ai oublié la question, pardon. Ouais, Ah bah, oui, qu'est-ce que j'ai pas, envié? Oui. enfin, Qu'est-ce- pas forcément que, ouais, bon, du coup, j'ai compris que voilà, la France te manque pas et je le comprends tout à fait pour plein de choses, surtout que toi, voilà, t'es à côté de Paris, donc il y a vraiment cette énergie un peu parisienne qui, moi, je t'avoue, moi, je suis de Montpellier, donc Valais qui a, bon, habité à Montpellier, il a pas eu de super bonnes expériences là-bas. Moi, je suis hyper bien à Montpellier, j'ai le soleil 75% de l'année du temps, tu vois, donc genre moi, je suis bien, la vibe est bien. Il y a vraiment le côté un peu français, voilà, qui revient sur pas mal de choses négatives, mais bon, moi, je suis pas à plaindre comparé à quelqu'un forcément qui a vécu toute sa vie à Paris. Mais ouais, du coup, maintenant, genre que t'es à Andorre, comment tu te sens à Andorre, genre, enfin, quels sont vraiment les vrais avantages à Andorre et à quel point on va dire potentiellement ça a impacté, ouais, ta productivité au niveau du boulot, ou juste ça t'a plus apaisé, on va dire. Ouais. Alors, première chose, ça c'est le plus important, c'est que j'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Donc ça, Hmm. c'est très important à noter. Et c'est 100% dû à ma situation actuelle qui est d'être en Andorre. Donc, c'est un environnement qui est merveilleux pour se sentir bien parce que t'es dans la nature. T'as toute l'année du soleil, mais Ouais. littéralement, je ne rigole Ouais. pas, t'as peut-être, allez, sur toute l'année, t'as peut-être, allez, 20 jours maximum. Je donne 20 jours maximum où t'as de la pluie. Et encore, parce que même quand il y a de la pluie et du brouillard, c'est stylé. Ça Ouais, donne vraiment t'es une dans les ambiance. montagnes et tout, là, tu te dis, Donc, là, voilà, là, tu peux chiller, ça te dérange bah, pas, tu c'est vois. ça. Donc, voilà. Donc, t'es dans un environnement magnifique, la nature, tu te sens bien. Les gens que tu rencontres, que tu croises, que tu vois, que quand tu vas dans un restaurant, dans un magasin, les gens, ils sont heureux, ils ont une énergie différente. L'ambiance est différente. Hmm. L'énergie globale est différente. Tu te sens bien. Alors que quand t'es ici, là où j'habite, à Alfortville, Paris, tu te sens pas, enfin, c'est pas que tu te sens pas bien, mais par exemple, quand je reviens, je ressens une baisse d'énergie. Je Hmm. me sens un peu plus fatigué et j'ai un peu moins envie de faire les choses, tu vois. Alors que là-bas, peu importe ce qui se passe, peu importe les jours, je suis toujours prêt à faire des trucs, tu vois. Toujours prêt à être dans l'action. Donc, il y a l'environnement, première chose, premier avantage. Deuxième avantage, c'est les contacts. Vraiment, le réseau là-bas que tu peux te faire est gargantuesque. Les gens que tu rencontres là-bas, c'est comme Dubaï. C'est autant un endroit, c'est aussi Hmm. bien que Dubaï. Ouais. Alors, j'y suis jamais allé parce que j'ai pas eu l'opportunité et pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais je sais que Dubaï est réputé pour être un endroit où il y a plein Hmm. d'entrepreneurs. Et ben, l'Andorre, c'est pareil. Il y a plein d'entrepreneurs. Et si tu es un minimum actif sur les réseaux, tu peux tous les rencontrer, les entrepreneurs d'Andorre. Tu as juste à leur envoyer un message et ils vont te répondre. Je vous garantis que vous envoyez un message à n'importe quel entrepreneur d'Andorre, vous allez pouvoir le rencontrer. Et ça, c'est génial. Et nous, justement, aujourd'hui, ce que je suis très heureux, c'est que bah, j'ai tous mes amis aujourd'hui en Andorre. La majorité de mes amis en Andorre, c'est des entrepreneurs, c'est des personnes qui ont leur propre business. La majorité, ils ont des business différents, donc c'est super intéressant. Hmm. On avait rencontré le mec qui avait le restaurant Pitaya. Je sais pas si tu connais le restaurant Ouais, Pitaya. ouais. C'est à lui, littéralement. On l'a rencontré dans un bar-restaurant qui s'appelle La Petite Forêt. Donc c'est un peu le refuge, le QG de tous Ouais, les j'en ai entrepreneurs entendu parler, là-bas. ouais. Ouais, donc voilà. On rencontre tout le monde là-bas. Il y a qui encore? Bah, il y a tout ce qui est entrepreneurs physiques qui ont vraiment des business physiques comme lui, ou alors d'autres gars qui ont des business, par exemple, dans les voitures, tu vois, qui gèrent des trucs d'import-export de voitures. Très intéressant. Tu vois, ça sort vraiment de Ouais, ce que moi je Andorre, connais à la base. surtout ça, Andorre, c'est vrai que moi j'avais un collègue, son père, il a fait ça et son entreprise était immatriculée, ouais, à Andorre, quoi. Ouais. Ok, bah stylé, stylé. Et et d'autres gars que je connais, beaucoup, c'est des mecs qui font de l'e-commerce, du marketing, qui vont faire du montage vidéo, vente de formation, YouTube automation, hashtag Hervé.
Enfin bref, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est super important de pouvoir avoir un bon réseau. Et je suis très content qu'il y ait vraiment beaucoup de Français là-bas parce que on n'est pas tout seul. On n'est Ouais, vraiment c'est pas ça, tout ouais. seul. Faut pas se dire que si tu y vas, tu seras seul, tu vas te sentir euh, seul, etc. Non, là, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui viennent. Et vraiment, si vous venez, envoyez-nous un message, que ce soit à moi ou à des personnes que vous avez pu voir qui sont en Andorre, pour rentrer dans le groupe. C'est très important. Donc voilà, c'est comme une grande famille qui se crée à chaque fois, c'est très cool. Et le troisième avantage, bah, c'est au niveau de l'argent, de manière générale. Déjà, il y a les taxes. Donc au niveau des taxes, c'est 10% maximum, donc c'est Ouais, vraiment c'est ce que j'avais super. vu, ouais. Voilà. De deux, tout est un peu moins cher. Donc par exemple, l'essence est moins cher, tout ce qui est La parfum est TVA, moins cher. c'est la TVA hein, Voilà, qui a la 5%. TVA, c'est ça. TVA est plus faible, donc forcément tout est moins cher. Les restos, ils sont super raisonnables. Vous pouvez aller dans un resto et manger pour des prix très bien. En plus, les restos sont très bien là-bas. Troisièmement, si vous êtes là-bas, vous allez faire plus d'argent. Pas dans le sens où c'est une équation, automatiquement tu mets le pied là-bas, tu gagnes plus d'argent. Non, Hmm. tu vas gagner plus d'argent dans le sens où tu es tellement dans un bon environnement, tu as rassemblé tous les éléments qui faisaient que tu vas forcément gagner de l'argent. Donc ça va marcher en fait. Tu vas forcément trouver des nouvelles opportunités, des nouvelles idées. Tu vas être mieux avec toi-même, tu vas te sentir mieux. Le fait de rencontrer plein de gens, en fait, tu vas vraiment rentrer dans un autre univers. Pour moi, quand je passe de l'Andorre à ici, j'ai l'impression d'être dans deux univers différents en termes de mentalité, d'énergie, de motivation, de ce à quoi les gens pensent, ce à quoi Ouais, les c'est gens en sûr. parlent. C'est tellement, franchement, je suis très heureux, vraiment très Non, heureux et vous serez heureux ça, aussi. en tout cas, ouais, ça se voit parce que j'ai l'impression que ouais, tu marches beaucoup à l'énergie. Donc, je pense que ouais, un pays comme l'Andorre, c'est vraiment quelque chose qui te correspond. Je pense que bon, après, on sait pas parce que t'y es pas allé, j'y suis pas allé, mais peut-être que Dubaï ça aurait été un peu moins, euh, peut-être ta cam au niveau de l'énergie. L'énergie entrepreneuriale, elle l'est. Mais est-ce que peut-être l'énergie côté nature et tout, comme tu dis que toi, voilà, tu vas souvent dans les parcs et tout, franchement, là, oui, en Andorre, t'es aux anges, quoi. Genre, tu te réveilles le matin, t'es content de bosser, quoi. Clairement, bah on se réveille, on a le bruit du ruisseau juste devant, on a le soleil qui tape, tu bois ton café, t'as peut-être un chien en bas qui est en train de marcher, salut le voisin, enfin voilà, c'est trop cool. Alors que Dubaï, moi j'ai une image de Dubaï, donc je suis pas allé, je peux pas donner Hmm. d'avis, mais ce que je sais c'est que Dubaï c'est plus le désert. Je sais qu'en termes de pollution c'est assez chiant, c'est Ah ben compliqué. là, ouais, Euh, là, t'es bien là, là-bas. voilà, il y a pas mal, les prix sont assez élevés aussi. Hmm. Euh, pour moi, c'est aussi les contacts là-bas. C'est pas les contacts qui m'intéressent parce que au-delà du fait que, ok, ils peuvent gagner de l'argent, ils ont tous des business, et c'est très intéressant. La question, c'est aussi qu'est-ce qu'ils font comme business, comment ils font de l'argent. Il y a des fois, c'est pas forcément très éthique. Ouais, la Et typologie et tout. surtout, ils ont pas forcément l'énergie que moi je recherche parce que c'est beaucoup de personnes qui sont dans le match vu, donc très superficiel. Et moi, j'ai vraiment aucune satisfaction à parler toute la journée de Lamborghini et de femmes, etc. J'aime bien, hein, mais c'est Ouais, tellement dans c'est, l'extrême ouais. que moi, ça me procure pas de plaisir. Non, je comprends ce que tu veux dire, clairement, ouais, t'as l'air d'être hyper simple, donc c'est vrai que, ouais, par rapport à Dubaï, c'est vrai que ce serait un peu, on va dire, un peu différent. Après, c'est Euh, l'image que j'ai, hein. Je sais pas, je peux rien dire. Totalement, ouais. Bon, après, voilà, je pense qu'un jour, tu iras te faire ton avis et puis peut-être tu diras que finalement, ouais, c'est pas tant que ça. Bon, après, il y a une différence entre passer une semaine là-bas et un mois et demi. Je pense que, voilà, qu'on va Mm. pas se mentir, il y a une petite différence. Mais ouais, non, mais je comprends totalement. Si tu veux, on va parler vite fait, on va dire, du format un peu podcast que tu as sorti sur ta chaîne. Donc, voilà, t'as ta chaîne YouTube où du coup j'ai vu que tu faisais autant des vlogs bah, par rapport un peu à tout ce qui est en dehors que bah, du coup des vidéos un peu plus on va dire voilà travaillées ou des podcasts. Et du coup ouais, d'ailleurs t'as toujours pas trouvé de nom pour ton podcast je crois. Non, mais il y aura pas de nom. Ouais, Parce que moi, j'ai c'est pas, en juste fait, des interventions qu'il y a sur ta chaîne YouTube que t'as envie de donner quoi. c'est ça, en fait, je considère pas que j'ai un podcast. Ma chaîne YouTube, elle est pas dédiée au podcast. C'est juste que pour l'instant, je fais ça parce que, bah, j'ai des personnes avec qui le faire et Hmm. ça me permet de créer du contenu. Mais le sujet principal de ma chaîne, c'est
le montage vidéo, le business et le dev perso. C'est un peu ça les sujets. Et donc j'essaye de combiner vlog pour montrer ma vie, podcast pour aller plus en détail dans ce que nous on peut penser. Et là, je commence à faire tout doucement des vidéos plus type éducation, donc à la Iman Ghezi, vidéo face cam, où on parle d'un sujet très précis. Hop, les trois clés pour trouver des clients. Hop, comment débuter le montage vidéo. Ça arrive dans pas longtemps. Et ça, c'est des choses qui arrivent, qui vont arriver, quoi. Donc c'est vraiment dédié au montage, business et dev perso. Ok, ok, ouais. Top, 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 top. J'avais une petite question, c'était un peu plus, on va dire, pour avoir un peu ton avis, parce que forcément, t'es un métier qui est directement rattaché à ça. C'est un peu, on va dire, le côté consommation des réseaux sociaux au sens général, et le côté un peu, bah, temps, on va dire, d'attention, au minimum, voilà. Donc, on sait qu'à peu près notre temps d'attention est de 7 à 8 secondes, clairement. Et et genre en mode à quel point on va dire le métier de monteur vidéo sur une vidéo ou un short peut avoir on va dire un impact sur une vidéo pour faire rester la personne parce que voilà à chaque fois on te parle de hook, on te parle de sound effect, on te parle de zoom, de dézoom et genre en mode est-ce que t'as pas l'impression un peu quand même dans une certaine mesure de participer un peu à ce truc de faire rester les gens sur les réseaux sociaux. Après, est-ce que la plupart du temps, tu essaies quand même de toujours travailler avec des gens qui font vraiment apprendre des choses ou genre ça t'est arrivé de faire des montages vidéo pour des personnes, bon, finalement, tu t'es dit, ils sont juste là pour faire consommer les gens, il n'y a pas vraiment de réelle plus-value, quoi. Mm. Bah alors, très bonne question. Déjà, moi, je pars du principe qu'une vidéo, c'est un message, ok? Tu dois transmettre un message. Est-ce que c'est un message qui est de qualité ou pas? Bah ça dépend donc du client avec qui tu bosses. Donc moi, j'ai toujours réussi à bosser avec des clients qui transmettaient un message Oui, que du je coup, oui. considérais Mm. intéressant et pertinent. Maintenant, c'est comme l'influence. Tu peux influencer positivement ou négativement une personne. Tu vas utiliser des leviers psychologiques pour changer la manière dont une personne va penser, sans même que elle ait voulu penser ça au début. Donc c'est de l'influence, tu vas manipuler positivement Mm. ou négativement. Et pour manipuler, tu peux utiliser le hook pour que la personne, elle reste sur ta vidéo. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu vas manipuler positivement cette personne pour qu'elle regarde une vidéo qui est intéressante et donc qui va lui ajouter de la valeur à la fin de la vidéo, ou est-ce que tu manipules cette personne avec un hook pour que elle perde du temps et qu'elle tombe sur une arnaque, un scam ou que sais-je. Ça, c'est comme ça que je vois la chose en termes d'utiliser la vidéo, tu vois, pour captiver l'attention Mm, des gens normal. et les garder. Et aussi, je me dis que dans tous les cas, la créateur économie, le marché de la vidéo, ça existe là depuis 20 ans de manière constante, ça marche très bien, tout le monde regarde des vidéos et tout le monde va continuer à regarder des vidéos. Donc c'est quelque chose qui est inéluctable, on peut pas l'arrêter. Donc Ça, oui. autant faire en sorte que si tu bosses dedans, et bah bosse-y pour faire quelque chose de bien qui corresponde à tes valeurs. Si au début peut-être que tu dois forcément travailler avec des gens que t'aimes pas forcément, écoute, bah c'est comme ça, c'est la vie, c'est un passage, mais essaye quand même, au bout d'un moment, de bosser avec des personnes Choisis qui ont tes des clients. projets intéressants. Ouais, C'est ça, voilà. choisis tes clients. Et pour choisir tes clients, il faut être bon, Faut être en bon. fait, Ouais, littéralement. ouais. Non, ouais, c'est ça. Non, ouais, Donc clairement, ouais. voilà. Et d'ailleurs, ça revient à la même chose. Si tu considères que ton travail, il doit être valorisé, c'est que tu as envie d'être bon. Donc tu vas attendre d'être bon avant de bosser avec des bons clients. Ça aussi, pour moi, Mm. c'est une question de comment tu vas réfléchir par rapport au montage. Ce que je disais tout à l'heure, si ton but c'est juste de gagner de l'argent rapidement, euh, tu peux, hein. Peut-être que tu as besoin Ouais, ouais. d'argent à un moment dans ta vie et donc tu vas utiliser le montage pour ça. Ok. Maintenant, si tu vraiment donnes de la valeur à ce métier, à ce travail, et que tu veux gagner de l'argent sur le long terme, et bah fais en sorte d'être bon et là tu vas réussir à avoir des clients sur le long terme et des bons clients. Ok, ok. Non, mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi et très, très, très bon résumé par rapport à ça. Bah écoute, on arrive à la fin du podcast, donc je sais pas, on va dire sur quoi on va dire directement te contacter sur les réseaux sociaux pour voir un peu ce que tu fais. Donc tu as ton compte Instagram, tu as la chaîne YouTube et tu as aussi du coup la partie bah, du coup formation. Donc si tu veux ouais, donner vite fait tes réseaux sociaux, pareil pour la formation, comment elle s'appelle, etc. Qu'est-ce que tu proposes dans la formation? Voilà. Ouais. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube au nom de Marc Excision. Donc, de Ça, je le toute mettrai façon, ça, ce en sera description, dans ouais, la direct. description. Et puis, moi, ce que je propose concrètement sur les réseaux, c'est d'une part des vidéos
d'éducation, donc des vidéos où je vais parler du montage vidéo, on va pouvoir parler de montage vidéo ou d'autres sujets à travers les podcasts, je vais montrer ma vie à travers les vlogs, donc ça c'est vraiment le côté un peu c'est le côté un peu au-dessus de l'iceberg, donc comment on dit, Mmh. la partie visible de l'iceberg. Ouais. Et ensuite, que vraiment la majorité de mon travail, il est fait dans ma formation. Donc c'est une formation de montage vidéo et de motion design. Donc le but, c'est d'apprendre ces deux compétences et de pouvoir bosser avec ce que j'appelle des cracks. Donc ce sont des clients qui sont Très bon dans leur domaine, ouais, très bons avec dans leur leurs domaine pattes. et surtout qui payent bien aussi, tu vois, ça c'est très intéressant, Mmh. très important, euh, d'apprendre vraiment ces compétences en profondeur, de vraiment réussir à vous transmettre cette passion. Euh, voilà, en soi, j'ai pas énormément de choses à dire, tout est dans, de toute façon, les gens verront mon énergie dans la vidéo, les gens s'ils veulent s'y intéresser et que ça leur intéresse, ils verront les vidéos Instagram et YouTube et puis voilà. Ouais, c'est pour ça que je t'avais choisi, c'est que t'avais vraiment une très bonne énergie, que ça se voyait, que c'était une façon, on va dire, de pouvoir parler du montage vidéo sans que ça soit un mec forcément qui parle de vocabulaire très technique. Et c'est vrai que voilà, t'as fait pas mal de métaphores, etc. Donc c'était hyper intéressant. Donc écoute, mec, je te remercie. C'était très cool. Avec plaisir. Et puis voilà, peut-être un prochain épisode quand tu auras encore plus évolué, voilà, dans le montage, sera au plaisir de pouvoir le faire Avec ça grand peut-être dans des plaisir. studios directement. Donc voilà, donc écoutez l'équipe, je vous remercie d'avoir assisté à l'épisode. Donc on se retrouve pour un prochain épisode et puis je vous dis à plus tard.